John? John? What's up? Are you John? Yeah, who sent you? Anthony. What's the password? Find your beach? Right, did he tell you how much? Yeah. See it. All right, get the hell out of here. You didn't see me. Les petits-enfants de la patrie avaient le peuple. Aujourd'hui, l'heure est encore plus grave qu'avant. Le confinement a commencé. Alerte générale! En ce jour dramatique du 17 mars 2020, on ne peut plus sortir de chez soi sans autorisation. Quiconque n'aura pas sur lui ou sur elle son laissez-passer lors des contrôles au niveau des endroits autorisés seront immédiatement imposés de sortir le portefeuille, et ceux qui sortiront après le couvre-feu de 18 heures, ils seront abattus sans sommation et à vue. Et ben voilà. Je répète, à vue. C'est clair. Toutefois, si vous crachez du sang, vous n'avez pas le coronavirus. Ne portez pas de masque, léchez les barres de métro, les manches de caddie, les poignées de porte, les lunettes des chiottes publiques, et ensuite, léchez vos enfants et grands-parents. Seulement voilà, les événements sportifs ont tous été suspendus. Même l'Euro 2020, prévu juin-juillet. Il en va de même pour le tournoi de sel, reporté ultérieurement, puisque le favori de cette compétition a réussi à le choper. C'est con, hein? Sans plus attendre, c'est parti pour un nouveau florilège. Nous sommes en guerre. Et voilà, la Bérésina. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. En réalité, la chose est très claire. Nous demandons aux Français de rester chez eux, de faire en sorte de se protéger et de protéger les autres, d'aider les services de santé, les hôpitaux, les médecins, les soignants, les aides-soignants à faire face à cette montée de l'épidémie en restant chez eux. Et cela requiert notre mobilisation générale. J'étais dans une réception, je veux pas serrer les mains, je fais le geste du coude, et il y a une dame, je pense qu'elle était au moins à bac+10, qui me dit « Vous allez quand même pas écouter les balivernes du gouvernement ?» Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. On leur demande de rester chez eux, on leur demande instamment de rester chez eux, on leur demande fermement de rester chez eux. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Je n'écoute pas les balivernes du gouvernement, j'écoute les conseils des autorités sanitaires. Oh, elle me dit, ils sont tous vendus au labo. Nous sommes en guerre. Il y a des cas, vous les avez décrits, dans lesquels ils peuvent sortir de chez eux lorsqu'ils vont directement à leur travail, lorsqu'ils vont se faire soigner, lorsqu'ils doivent aller faire les courses alimentaires qui sont nécessaires ou aller à la pharmacie. Nous sommes en guerre. Alors écoutez, les bras m'en sont tombés, je me suis dit, voilà. Mais quand même, je vais vous dire une chose, Amélie, je l'ai traité de grosse connasse. Quand même, ça m'a fait plaisir. Bon ben voilà qui vient en direct. Ah bah c'est du propre. L'État paiera. Nous sommes en guerre, oui. Ça m'a l'air en direct. Je dis, vous venez de gravement m'insulter, à la fois comme professionnel de santé, comme ancien ministre de la Santé. Nous sommes en guerre. Lorsqu'il y a une raison familiale impérieuse, vous l'avez évoqué, parce qu'il peut arriver qu'on ait des parents ou des enfants qui sont en situation de dépendance et qu'il faut aider. J'en ai détaillé le contenu. Permettez-moi de préciser à nouveau ces mesures qui doivent absolument être connues de nos concitoyens pour être respectées. Mais vous comprenez bien que l'idée générale, c'est de faire en sorte que le nombre de personnes que l'on rencontre, avec qui on rentre en contact dans une journée, soit drastiquement réduit, considérablement réduit. Et c'est à ce prix, et c'est un prix dans nos vies quotidiennes, c'est à ce prix que nous allons ralentir la circulation du virus, freiner l'épidémie et permettre à l'ensemble de notre système de santé, qui est totalement mobilisé, de faire face à cette crise sanitaire. Les règles sont simples, mais la règle générale est plus simple encore. Restez chez vous. C'est ainsi que vous pourrez aider à stopper la propagation du virus. Et nos confrères qui sont à Strasbourg, qui sont dans l'Est, qui sont à Mulhouse, aujourd'hui, vivent une situation extrêmement difficile. Et quand je dis extrêmement difficile, je veux dire par là qu'ils donnent tout. Et toute la question, c'est de se demander combien de temps on peut durer quand on donne tout. C'est ainsi que vous pourrez venir en aide à nos personnels soignants et à notre système de santé. C'est ainsi
que vous serez des alliés de notre guerre contre le Covid-19. Actuellement, on est totalement démunis, il faut quand même le dire. Il faut qu'il y en ait un qui se lève et qui le dise. On n'a pas de masque, on n'a pas de moyens de protection. On n'a rien, on veut même pas tester les soignants libéraux. Quand un soignant libéral qui a les symptômes de la maladie demande d'être testé, l'ARS le refuse. Mais à quoi ils jouent ces gens? Il y a d'autres endroits de Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous. C'est pourquoi, à partir de midi, et pour une durée de 15 jours qui pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, tous les déplacements doivent être réduits à leur strict minimum. Ils nous donnent pas de masque, ils veulent même pas qu'on soit testé. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'un médecin contamine ses patients, c'est ça qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils imaginent que le rôle d'un médecin c'est de contaminer des patients? Le rôle d'un médecin c'est de soigner des patients. Actuellement, vous savez ce qu'on fait? On fait comme le sous-officier de la coloniale, on se démerde. C'est-à-dire qu'on est en train nous-mêmes de trouver des protocoles, des choses pour se débrouiller parce qu'on est en manque. Vous savez, rien n'est compliqué pour nous. On nous a expliqué que les manifestations étaient très compliquées, on nous a expliqué que toute une série de choses étaient épouvantables. Mon travail n'est pas de lister les problèmes, mon travail est de trouver des solutions. Je vais les trouver. On est en manque de tenue, on est en manque de tests, on est en manque de tout. Alors actuellement, on confine nos patients, on les voit par téléphone, uniquement. On cherche à même pas les voir en présentiel, c'est ça qu'ils font à Strasbourg, c'est ça qu'on va faire. Parce que la vague, on va la prendre dans la gueule dans une semaine à peu près. Le Liban, ça monte, mais tout le reste, c'est vraiment tout petit. Bahreïn, il y a quelques minutes, hein, il vient d'avoir un mort. Israël, 0. Oui. Et il faut dire, parce qu'il faudrait le dire à Emmanuel Macron, que Netanyahou a fermé la frontière tout de suite. Et qu'il a interdit à tout étranger de venir en Israël. Et vous voyez, pour l'instant, ils ont 0 mort. Je le répète, restez chez vous. Car rester chez soi aujourd'hui et dans les prochains jours, c'est sauver des vies. On nous fait jouer, on joue avec nos vies là, on joue avec les vies des soignants. En SSR, en soins de suite réadaptation, qui sont les établissements où il y a les patients les plus à risque, âgés, polypathologiques. Il y a pratiquement tous les SSR de France n'ont plus les moyens de se protéger. Les soignants ne peuvent pas se protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un soignant est touché, si jamais un patient a la maladie, automatiquement un soignant va l'attraper et ça va se transmettre de chambre en chambre. Ce sont les médecins qui ont dit ça n'est pas plus grave que la grippe ou la grippe tue plus que le coronavirus parce que vous l'avez dit, je pense que c'est tout à fait le problème. Le problème c'est la diffusion massive d'un virus qu'on ne connaît pas. Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Où sont les masques? Il y a un mois, je dénonçais ça aux grandes gueules. Un mois plus tard, 30 jours plus tard, on a le même problème. L'État paiera. Pour le laisser-passer en question, c'est une feuille d'autorisation qu'il faut avoir main, où on la remplit nous-mêmes, ce qui est un grotesque affligeant. Mais quand même, si les gens croient qu'ils vont se la couler douce pendant 15 jours, et après ça, terminé on recommence comme avant, Mon cul, ouais. ça va durer bien plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer, et on n'aura pas fini de marcher sur la tête. On n'est pas dans la merde! Avant même que le décret ne commence, le pillage des grandes surfaces a été très rapide et très virulent. J'ai même vu des queues atteignant le centre d'un hypermarché. En gros, j'ai jamais vu ça de ma vie. Salut, je m'appelle Gaëtan, je suis conducteur routier, j'ai pour habitude de livrer des produits alimentaires et je me trouve actuellement sur une grande plateforme qui fait quasiment 950 mètres de long, presque 1 kilomètre. Je vous garantis qu'elle est remplie de produits et de denrées alimentaires. Ici, vous avez l'exemple d'une remorque de produits frais qui va être livrée demain. Voilà, je ne vous mens pas, elle est pleine, sans problème. Les magasins seront livrés normalement, que ce soit en frais ou en sec. L'entrepôt est rempli de denrées alimentaires et nous prévoyons de livrer normalement vos magasins. Donc arrêtez de vous jeter sur les rayons pour les vider. C'est vous qui avez la psychose provoqué la pénurie des produits en rayon. Tout ce que vous gagnez et tout ce que vous allez faire, c'est obliger les conducteurs routiers et tous les salariés des magasins à travailler beaucoup plus longtemps pour remettre en rayon tout ce que vous avez vidé et donc accessoirement être exposé au virus plus longtemps. Et accessoirement également, pour ma part, au lieu de rentrer à 20h ce soir, je vais rentrer que vers 23h pour voir mes 3 enfants et ma petite épouse. Donc s'il vous plaît, arrêtez votre psychose, ne vous jetez pas sur tous les produits, faites vos courses normalement, vos magasins seront alimentés normalement. Merci à vous et bon courage à tous les routiers et à toutes les équipes médicales qui se mobilisent. Ciao. Et pourtant, c'est archi que dalle vis-à-vis du pays de l'oncle Sam. Vu que cette nation est 5 fois plus importante que la nôtre, dites-vous bien que les queues à la caisse auront toujours le privilège d'être bien plus grandes, avec la psychose de manquer de papier cul.
les gens s'y jettent dessus, et on sait toujours pas pourquoi. C'est fou comme le trou du cul est au centre des préoccupations des gens, vous ne trouvez pas? Mais rassurez-vous braves gens. Dans certains quartiers, toutes les règles de sécurité ont été respectées. C'est le cas de Château-Rouge, dans le Paris 18, le quartier africain de Château-Rouge. Distance réglementaire dans les files d'attente, pas de rue bondée comme un jour normal. On va pas discuter avec chaque personne les unes après les autres. Si vous n'êtes pas capable, en tant que père de famille, en tant qu'adulte, de comprendre que ces mesures sont destinées pour votre sécurité. Là, vous travaillez dans le monde de santé générale. Parlez, ça vous êtes de quoi parler, madame. Alors arrêtez de déjà que les victimes. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Oh non, sérieusement, putain. Madame, vous postillonnez. Vous êtes à 1 mètre de vous, vous postillonnez dessus, madame. D'accord, mais vous êtes pas parler chez moi, parce que je rentre chez moi. Je vais passer des fois. Je rentre chez moi, là. Eh bien, rentrez chez vous. Alors, on ne peut pas dire pourquoi. Moi, c'est pas moi qui vous ai réalisé, madame. Je vous ai expliqué, maintenant, vous bouchez la voie. Il y a des véhicules qui veulent y passer. Sérieusement, purée. Non mais la vérité. Rentrez tous à vous. Une personne par une personne dans la boutique. Je veux voir un client, 3 fidèles. Le truc, à toute votre famille, vous serez content. On est là pour vous, nous. Respectez les consignes. On est sur les boutiques. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant, vous gardez 1 mètre de distance, là. 1 mètre. C'est pas 2 mètres. Et vous sortez les attestations et vous limitez. 1 mètre, c'est déjà dur, alors 2 mètres, vous rêvez. C'est n'importe quoi. Monsieur, derrière les barrières. Les gens derrière les barrières. Côté sexe, pendant le confinement total, Premium sera gratuit tout le mois pour réchauffer nos cœurs. Enfin une bonne nouvelle. Ça va encore gicler dans les chaumières, prends sa coronavirus. Par contre, les ventes de sextoys ont littéralement explosé. Les salopes. Oui, les salopes. Coïncidence? Je ne crois pas. En revanche, toujours côté sexe, une bien mauvaise nouvelle. Oh ben non. Donc, les partouzes, c'est aussi suspendu. Plus ça va, plus nos libertés sont restreintes. Mais autant être franc, notre premier sinistre comme ministre, Édouard Philippe, nous accuse d'être irresponsable. Il a raison le barbu. Regardez un peu comment il respecte les consignes. J'ai juste une question. Est-ce que les Français sont abrutis à ce point en mettant en première ligne Édouard Philippe, l'homme du 49.3 de la réforme des retraites? Ça. Quant à Macron Minus,
il a eu peur de se prendre une sacrée branlée via les élections municipales et espérait tirer profit de sa gestion de la crise du coronavirus pour gagner un maximum de points. Le mec vient nous balancer sa petite phrase « Nous sommes en guerre ». Pas la peine de s'attarder sur cette grosse connerie, sinon pour revenir sur ces leçons de morale de merde, comme quoi il fallait éviter tout contact avec les personnes âgées, blablabla. Écoute-moi bien l'avorton, t'es même plus capable de fourrer celle qui te sert de gonzesse, et tu viens nous casser les bignoles, tu viens nous pointer du doigt, comme quoi nous sommes irresponsables, alors que tu nous incitais à sortir dehors. Malgré la situation de crise en perspective et quand on voit Manu les grandes oreilles qui veut faire son retour chez nous, alors que l'autre filet de Macron vient de nous dire d'éviter tout contact, Manuel Valls continue de lui lécher l'épaule pour obtenir un job. Outre sa façon d'écrire correctement en français, le soi-disant chef de guerre a oublié de solliciter les industriels français pour fabriquer du matériel respiratoire, des masques et du gel hydroalcoolique en nombre suffisant pour la France d'en bas. Par contre, Boris Johnson, lui, il y a pensé. Et quand on parle de guerre, et vu que les Français sont une fois de plus dans la soumission, l'État islamique repart en vacances et prétexte d'avoir la trouille du microbe en question, alors que leurs soldats sont toujours masqués. Pendant ce temps-là, si les douaniers touchent tous les papiers, à quoi ça sert les barrages sinon pour propager le virus? Et si on pointait dès à présent la juive Agnès Buzyn, elle décroche la palme d'or de la salope du mois. Vous vous souvenez de son numéro de chialerie après avoir quitté son poste pour remplacer l'autre qui est allé en national aux prochaines élections? J'ai certainement vécu l'une des plus belles aventures humaines. Ma gratitude est immense. Mon émotion traduit ma gratitude et l'admiration que j'ai pour vous tous. Elle traduit aussi mon espérance pour l'avenir de Paris, qui me tient tant à cœur. Et je serai au rendez-vous. Je vous remercie. Eh bien non, coup de théâtre, ce petit numéro de larmes de crocodile serait relatif à ce qui va suivre. Une interview fait l'effet d'une bombe. Cet après-midi, Agnès Buzyn s'est confiée à Ariane Chemin, journaliste du Monde. Camille Anglade, ce que dit l'ex-ministre de la Santé, devenue candidate LAREM au municipal à Paris, est tout bonnement stupéfiant. Oui, c'est clairement la bombe politique du jour. Il n'y a pas d'autre mot. L'ancienne ministre de la Santé, souvenez-vous, il y a un mois, jour pour jour, elle concourt à la mairie de Paris, donc elle quitte le ministère de la Santé. C'était vraiment il y a un mois, jour pour jour. C'était le 17 février. Elle passe le relais à Olivier Véran et elle dit voilà, j'étais très triste de quitter mes équipes. Voilà ce qu'elle dit aujourd'hui. Oui, c'est stupéfiant si c'est vérifié, parce qu'il faut replacer cette interview dans le contexte. Agnès Buzyn, c'est donc la candidate malheureuse de La République En Marche à Paris, qui avait remplacé au pied levé Benjamin Griveaux, ancienne ministre de la Santé, au moment où cette épidémie, qui n'était pas encore une épidémie, a commencé. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. On aurait dû tout arrêter. C'était une mascarade. En clair, le maintien du premier tour. Pas d'accord, Agnès Buzyn, aujourd'hui. Elle le dit, et elle le dit face à Ariane Chemin, notre consoeur du Monde. Cette candidate, ancienne ministre, est en larmes quand elle se présente face à notre consoeur, et elle l'assure. J'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n'auraient pas lieu. J'ai vécu cette campagne de manière dissociée. Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. On aurait dû tout arrêter, c'était un cauchemar. Elle va même encore plus loin. Elle dit, je pense que j'ai vu la première ce qui se passait en Chine. J'ai alerté le directeur général de la Santé. Le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation. Le 30 janvier, j'ai averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir. Je rongeais mon frein. Alors Agnès Buzyn, très concrètement, disait qu'elle a alerté assez tôt, à partir du 20 décembre, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, sur des pneumopathies étranges en Chine qu'elle pouvait recenser sur un blog anglophone. Elle dit qu'elle a eu peur pendant les meetings. Elle dit qu'elle a vécu la campagne quasiment dans un état dit-elle de dissociation, c'est-à-dire qu'elle savait qu'il y avait un énorme problème entre cette pandémie qui était en pleine ascension. Elle dit avoir averti Édouard Philippe que les élections ne pourraient sans doute pas se tenir, et le 11 janvier, elle affirme avoir alerté le président. Pour Agnès Buzyn, l'exécutif n'a alors pas pris la mesure, évidemment, de ce qui allait se passer, et elle a ces mots extrêmement forts. L'hôpital va avoir besoin de moi, ministre un jour, médecin toujours, il va y avoir des milliers de morts. Et les mesures qui étaient prises aussi par l'exécutif, c'est vraiment la bombe politique du jour. Elle finit en disant quand j'ai quitté le ministère, j'avais tout préparé malgré une inertie, sous-entendu, il n'y avait pas de mesures suffisantes qui étaient prises, et puis elle rajoute l'hôpital va avoir besoin de moi, il va y avoir des milliers de morts, pas sûr que ce soit très rassurant au premier jour de ce confinement. C'est qu'il y a quelques jours à peine, lors du soir du premier tour, elle disait en off à nos journalistes qui étaient présents dans les bureaux de vote que voter ne posait aucun problème, que si on respectait les gestes barrières, la propagation de la maladie n'aurait pas lieu. Donc on s'étonne tout de même sur le fond de ce qu'affirme Agnès Buzyn. Pourtant, c'était elle qui avait fait rapatrier des Français de Chine par les militaristes rebelles de Creil, qui n'ont pas été mis en confinement malgré le risque de coronavirus, et en plus,
qui fut démissionnaire de son poste, en sachant que la vague du tsunami était devant nous, comme elle dit. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. La salope. Oh la salope. En gros, Buzyn, avec sa pirouette, ose charger le gouvernement pour se décharger de sa responsabilité dans la gestion catastrophique de la pandémie. Dans la série des bonnes idées, on a celle-ci qui pourrait s'apparenter à un tournoi de roulette russe pour protester contre le port d'armes. Et je ne crois pas que le coronavirus, dans ces conditions, va démissionner avec ce genre de manif. J'appelle les Niçois à faire preuve de responsabilité. Et je constate que malgré les décisions gouvernementales, il y a encore trop de comportements à risque dans certains de nos espaces publics. S'il vous plaît, je vous demande d'éviter les déplacements et les rencontres pour protéger les plus fragiles d'entre vous. Puis il avait publié récemment une photo avec Marie-Antoinette, 96 ans, dans un EHPAD. Dès le lendemain, il est testé positif au coronavirus, ainsi que sa gonzesse. Bravo! Un cul d'huître, et encore, je stigmatise ces mollusques. Et pour finir, nous avons notre toubib juif de la télé, Michel Simès, qui vient nous faire son mea culpa de merde. Sont des attitudes irresponsables. Et vous avez raison, le virus est un ennemi invisible. Les gens ne le voient pas, donc il n'y a pas conscience du danger que ça représente. Et alors, vous êtes inquiet, vous, personnellement? Non, je suis absolument pas inquiet. Bon, c'est un virus de plus, c'est, comme on le dit souvent, c'est une forme de grippe. Je suis pas très inquiet je suis pas inquiet pour moi parce que je suis en bonne santé et que je fais pas partie des cas les plus graves, même si je suis infecté. Oh, le fils de pute! Aujourd'hui, on répète, ça n'est pas une grippette, parce qu'il y avait un article disant que c'est pas un rhume, c'est une forme de grippe qui est un peu plus cognée que la grippe, mais ça reste une maladie virale comme on en a tous les ans. Et j'ai vu vos sujets tout à l'heure où on n'arrête pas de parler de Riester, mais vous imaginez si tous les ans, à chaque fois qu'il y a un ministre qui a la grippe, on fait une dépêche et puis on fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Enfin, c'est dingue, il y a des ministres qui ont la grippe et on le sait pas, voilà. Et vous avez bien compris, et je peux vous dire qu'on tient un champion en la personne de Nicolas Dupont-Aignan. Vous vous rappelez cette scène dans un film resté célèbre, Le Dîner de cons pour ne pas le nommer, où Thierry Lhermitte, incrédule, les yeux écarquillés, s'adresse au regretté Jacques Villeray pour lui dire mais vous ne vous arrêtez donc jamais, vous. Très bien, oui. Voilà, et ça fait partie de la vie, ce virus, donc je suis pas particulièrement. Il y a des gens qui meurent quand même. Oui, il y a des gens qui meurent de ça, il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui meurent, vous savez, parfois dans certaines années, on a entre 8000 et 10 000 morts par an de grippe. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que quelqu'un est contaminé ou meurt de la grippe, on fait une dépêche AFP? Imaginez un peu le nombre de dépêches qu'on aurait. Je ne trouve même pas ça minable, je trouve ça irresponsable parce que ça alimente une anxiété contre laquelle toutes les bonnes volontés se battent, et se battent d'ailleurs plutôt bien jusqu'à présent. Ce fainéant, cette espèce d'ordure. D'où mon autre question, est-ce qu'on en fait trop? Non, le gouvernement fait ce qu'il faut. Parce que le gouvernement, d'accord. Et les médias? Et les médias, moi je trouve qu'il y a un problème de sémantique aujourd'hui, et puis ce décompte, pardon de revenir sur la grippe en permanence, mais il y a eu entre 8 et 10 000 morts de grippe par an. Si chaque année on fait des dépêches à chaque fois qu'il y a un mec qui a la grippe, si les gens ne comprennent pas, les Français aujourd'hui, les gestes barrières, qu'il faut se laver les mains, qu'il faut arrêter de se serrer les mains, qu'il faut arrêter d'embrasser les gens. J'étais dans le sud de la France là encore aujourd'hui, tout le monde se dit bonjour en s'embrassant et en se serrant les mains. Eh bien ce matin j'ai envie de me tourner vers monsieur Dupont-Aignan pour lui dire la même chose. Vous ne vous arrêtez donc jamais, monsieur Dupont-Aignan. Que lui reprochez-vous? Mais le décompte, c'est le gouvernement qui le tient tous les soirs à 19h. Oui, mais il le tient parce que les médias demandent aussi à ce qu'il y ait des chiffres. Mais, et à la limite, ce décompte, il est pas dramatique. Mais il y a un problème sémantique quand vous, aujourd'hui, vous dites on va passer en secteur 3, en zone 3 et tout le monde est affolé. On dit zone 3, c'est que c'est grave. Non, c'est un problème géographique. C'est juste que le virus aura circulé dans toute la France. Personne n'a compris le message. Et est-ce qu'il y a des patients ou des parents qui vous ont demandé s'il était bien raisonnable d'aller voter? Oui, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. Vous imaginez que je passe ma journée au téléphone à rassurer ou pas les proches. On m'a demandé si c'était raisonnable d'aller voter. Et très franchement, dans le monde médical, la décision de maintenir ce premier tour est incompréhensible sur le plan sanitaire. Car on l'a entendu, Nicolas Dupont-Aignan sur les réseaux sociaux et sur RTL, interrogé par Alba Ventura, s'en prendre au gouvernement au prétexte qu'il aurait livré au personnel soignant des masques inadaptés. Et on l'a vu, monsieur Dupont-Aignan, toujours sur les réseaux, faire sa petite vidéo dans laquelle il démontrait que le masque était inefficace, et pour cause, le masque, il le portait à l'envers. Et à l'écouter, c'est tout juste s'il ne l'avait pas fait exprès pour faire le buzz. Quand vous dites il est testé positif, on a l'impression de revenir au moment du sida, au début, où on se dit il a été testé positif.
positif. Mais putain, il a le coronavirus, quoi. Si vous vouliez faire de la politique, ce n'était ni le moment, ni le lieu, ni le bon sujet. J'aurais pu citer également Marine Le Pen, qui pense que les frontières, c'est comme une porte ou une fenêtre sur laquelle il suffit de mettre une moustiquaire pour empêcher les virus de passer. Ineptie maintes fois dénoncée par les scientifiques. On attend des responsables politiques qu'ils le soient, justement responsables. Pas qu'ils profitent de la crise pour tenter de faire parler d'eux en faisant de la petite, très petite politique. Ta gueule, les connards. Ce crétin irresponsable de Michel Simès est de la même trempe bobo arrogante que l'idiot utile de la Macronie, Goupil le connard, qui auront contribué à rendre inaudibles les avertissements des médecins sur le coronavirus. Ils ont péroré pendant des semaines sur la non-gravité de la pandémie, la sous-estimant et la minimisant. Mais ils sont toujours invités sur les plateaux télé quoi qu'il arrive. La France se meurt de ces sachants anti-conspi de merde qui ne savent rien, mais qui polluent notre quotidien. La situation critique ne fait que commencer. Abonnez-vous en masse sur cette chaîne tout en n'oubliant pas de valider la petite cloche. Partagez au maximum sur Facebook et Twitter, et réfugiez-vous sur VK, le Facebook russe, ainsi que sur Discord. Tout va bien dans le meilleur des mondes, d'autres déclarations suivront. À très bientôt.